L'unique différence, et c'est une différence importante, mais minime quand même, l'unique différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Salvador Dali, à quelle époque de votre vie vous êtes-vous rendu compte que vous aviez du génie? La conscience de mon génie se produit subitement. Au début, j'ai joué à faire le génie, à paraître un génie, peut-être 20 ans, et je le faisais uniquement pour épater les journalistes ou les gens comme vous, les gens qui venaient m'interviewer, etc. Alors, je n'y croyais pas du tout, je le faisais uniquement comme un jeu. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement, attention à jouer au génie, parce qu'on risque de le devenir. Salvador Dali, quel est votre point de vue sur le cinéma actuel et son avenir? On me pose toujours, à cause que j'avais fait des films dans ma jeunesse, mon point de vue sur le cinéma. Alors, le point de vue que j'ai sur le cinéma est très simple. Zéro. Zéro parce que, avant 5 ans, vous voudrez aller au cinéma, et ce ne sera pas possible, parce que tous les cinémas, sans exception, vont être fermés. Un jour, les gens n'auront aucune envie de continuer à les crétiniser parce que les crétins de l'industrie cinématographique sont en train de vouloir leur faire avaler de force. La conquête de l'espace. La conquête de l'espace, presque j'ai la même attitude de celle que je viens de manifester à propos du cinéma, car j'ai toujours dit et répété qu'il n'y a rien à gratter à la Lune, absolument rien à gratter dans la Lune. Mais ce qui est certain, c'est que tous les gens qui continuent à mourir et à crever, c'est à cause et uniquement la faute de M. Jules Verne. Ça, c'est certain. Parce qu'il a embarqué l'humanité dans tous ces enfantillages de conquérir l'espace. Ça coûte très cher, en plus. Et si tout cet argent, au lieu d'aller à la Lune, on l'utilisait pour des phénomènes grandioses que jamais Jules Verne n'a même envisagé, comme l'hibernation pour prolonger la vie. C'est-à-dire, au lieu de conquérir l'espace, on mettait tous les microscopes électroniques à regarder les structures moléculaires de l'acide des oxyribonucléiques. Il se peut que déjà aucun de nous serait capable de mourir. Maintenant, tout le monde continue à mourir comme des vrais crétins à cause de Jules Verne. Chaque fois qu'un homme mort, c'est la faute exclusive de Jules Verne, que c'est le plus grand représentatif de ce que j'appelle les crétins mous. Parce qu'encore les crétins durs, mais c'est un crétin mou 100%. Maintenant, évidemment, une chose me ravit dans la conquête de l'espace, c'est que grâce à cette fameuse conquête de l'espace, on est obligé, les astronautes seront obligés de boire leur propre pipi, parce qu'ils font une espèce de transformation dans laquelle le cercle vicieux, plus ou moins vicieux, puisque quand même si on voit son propre pipi, et d'ailleurs ils vont manger leur propre excrément, alors il faut faire bien attention pour la question des incestes, qu'il n'y ait pas d'inceste, il faut que ce soit des pipis, enfin, ça on arrangera. Mais en tout cas, ce qui est merveilleux, que dans cette sublime, soi-disant, conquête sidérale, les êtres humains sont forcés de voir leur pipi et de manger leur propre merde. Salvador Dali et l'hibernation.
À l'hibernation, oui. Alors là, catégoriquement, ça m'intéresse, puisque une de mes obsessions, c'est la mort, et je voudrais la retarder le plus que possible, malgré qu'étant catholique, je sais que c'est inévitable. Mais je voudrais que ça dure le plus jusqu'à, si c'est possible, 2 semaines de plus, ça serait déjà merveilleux. Et il existe à Washington une société de prolongation de la vie du docteur Stinger. Déjà, mon ami Walt Disney, il n'est pas enterré comme tout le monde. Il est dans un cylindre avec de l'hélium liquide en attendant théoriquement qu'on puisse le ressusciter. Et moi, et ça coûte $8,000 actuellement. À moi, on me le fait pour rien à cause de la publicité, alors moi, ça ne me coûte rien, mais je suis aussi dans la liste. Et ça, malgré que je crois que c'est théorique, c'est-à-dire je crois que même si on se fait glacer de cette façon, on est quand même foutu aujourd'hui. C'est trop prématuré, c'est trop primitif. Mais quand même, je l'ai fait, ne serait-ce que pour embêter les gens de Figueras, de ma ville natale. Parce que les gens du café, moi, toujours j'imagine le jour qu'on dit Dali est mort. Alors, évidemment, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les gens du café de Figueras, local, là où je connais les autres, je ne les connais pas, les autres gens. Mais alors, ces gens, ils diront très bien, il est mort, mais il n'est pas mort comme tout le monde. Et déjà, ça me réjouit. Le fait de ne pas être mort comme tous les autres, donc pas de boîte de mort, pas de tête de mort, pas de squelette, rien. Et après, théoriquement, cette possibilité qui sera dans 30 ans une certitude de dépanner les morts, c'est-à-dire la mort sera considérée uniquement comme une simple maladie. Et en fin de compte, et si je ne meurs pas? Salvador Dali et le sport. L'unique, le seul sport qui me procure vraiment des plaisirs presque ineffables, c'est spécifiquement le cyclisme. Et concrètement, le Tour de France cycliste. Parce que quand on commence le Tour de France, c'est quand il commence à faire très très chaud. Et alors moi je suis dans le frais de mon atelier, en train de croire que je commence à réaliser des tableaux sublimes, possiblement un chef-d'œuvre. Je vais le rater plus tard, mais au moment du Tour de France cycliste, toujours je crois, je suis enivré par l'idée d'un chef-d'œuvre en vue. Et à ce moment, comme j'ai déjà dit, il fait terriblement chaud et j'adore l'idée qu'il y a tous ces braves gens montés en bicyclette qui sont en train de monter des gobelets, la côte, avec tout le monde qui souffre beaucoup, tandis que moi, avec des 3 poils de mon pinceau et au moment le plus grand de mon inspiration, je suis en train de me réjouir avec un plaisir extraordinaire à peindre. À un point, vous savez très bien que quand on a beaucoup de satisfaction, on bave. Alors moi, ce moment-ci, je bave de satisfaction à un point qu'il me se produit aux commissures de mes lèvres à cause de baver, parce que, évidemment, si je pourrais, avec le mouchoir, enlever la bave, mais je suis tellement pris par mon travail que je ne le fais pas. Alors il y a la salive qui se met au coin de ma bouche et il finit pour produire une espèce d'irritation, une chose rougeâtre au bout de 3 ou 4 jours. Il y a une petite infection, une petite infection de très bonne qualité qui, dans des termes médicaux, ça s'appelle précisément une perle lèche, parce qu'on a le plaisir après supplémentaire de lécher sa propre croûte. Alors cette petite croûte, je la lèche et après je l'expulse, je la crache. Mais
chose merveilleuse, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, il y en a une autre. Il se forme une autre petite perle lèche que de nouveau je ramollis. Alors ça, sachant que toute la France, parce que moi aussi je voudrais vraiment que ce ne soit pas tout le France cycliste, je voudrais que l'humanité entière soit montée en bicyclette, en train de monter des cols et des côtes, tout ça, pendant que moi, je bave de satisfaction en train de peindre mon futur chef-d'œuvre. Et alors, ça vient à ce moment-ci le moment le plus jésuitique de ma vie, parce que comme que c'est bien connu que j'adore les mouches. Enfin, les mouches méditerranéennes, les mouches. Et en plus, les mouches propres. Moi, j'aime pas les mouches qui se promènent sur le visage des avocats ou des bureaucrates. J'aime les mouches d'Olivier, les mouches proprissimas, les mouches habillées avec des petits costumes d'alpaca, genre Valencia, des mouches divines. Alors, ces mouches, hypocritement, je les laisse couvrir mon visage et je sais qu'ils vont aller droit à ma perle lèche au bord de la commissure de mes lèvres. Et ça ne rate pas. Ils font quelques circonvallations autour et finalement je sens qu'il approche et il se met dans ma perle lèche, que c'est le produit de ma satisfaction, où j'ai cette petite croûte. Et alors là, moi, jésuitiquement, je laisse qu'il pénètre le plus que possible dans la commissure de mes lèvres, et quand il vient dedans, alors là, je serre dedans et la bouche fait... Et alors je la relâche. Alors il vole de nouveau, et j'attends de nouveau une autre mouche. Alors je passe tout l'après-midi en emprisonnant et délivrant des mouches qui viennent s'alimenter de ma perle lèche. Et alors, à ce moment, vraiment, le Tour de France cycliste atteint son paroxysme et l'idée de toute cette souffrance, surtout ce que j'entends à la radio, maintenant Gobelet, le tricot jaune, maintenant il vient de comment tu vas mon petit, oui, mais je crois que je vais bien, demain je vais être mieux, on vient de me faire un massage. Toutes ces choses sont sublimes. Il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Briquet, qui était vraiment le chef-d'œuvre, chroniqueur, le plus grand chroniqueur du Tour de France cycliste, qui est mort d'ailleurs. Je voulais lui faire la narration d'un film à moi, parce que je trouvais ça vraiment, au point de vue speaker, c'était le speaker le plus sublime pour les perles lèches de ma satisfaction. Alors après, le jour vraiment que fini le Tour de France cycliste, il faut bien de dire, j'ai une espèce de dépression. Enfin, il ne faut pas que je me fasse, que j'aille dans une maison de repos, mais je me sens vraiment qu'il manque quelque chose. Et une grande partie de l'enchantement paradisiaque de mon été vient de se terminer. Salvador Dali et la jeunesse. La jeunesse actuelle porte à peu près 50 ans de retard à comparer avec la jeunesse du divin Salvador Dali, qui est votre humble serviteur. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, la première chose que j'ai fait, c'est de devenir un traître. C'est-à-dire que j'ai trahi d'une façon sensationnelle ma classe d'origine, qui était la bourgeoisie, pour me livrer corps, âme et bagage à l'aristocratie. C'est pour ça que depuis, mon attitude paraît paradoxale, parce que je suis pour l'aristocratie, je suis pour l'anarchie et je suis monarchique. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution si on est contre la bourgeoisie. On l'a vu au moment des événements de mai, on doit être pour l'aristocratie. Parce que la bourgeoisie, ce n'est que le triomphe de la Révolution française, qui ont guillotiné l'aristocratie et ils ont mis à la place les bourgeois.
Donc, traître comme je suis, j'ai l'honneur de proclamer que les jeunesses actuelles, comme qu'ils se sentiront trahis, ils ont été trahis par la classe ouvrière, lesquels ils ont profité de leur révolution pour tirer quelques petits sous et quelques avantages, mais pas du tout, ils n'ont rien compris de leur démarche imaginative. Cette jeunesse, la solution, il l'a dans la grande tradition mystique de l'Espagne. C'est-à-dire, il y aura ou les princes du sang, ou les nouveaux princes de l'intelligence et de l'esprit. Moi, je suis très ami, j'ai beaucoup de fans dans ce qu'on appelle les hippies, et tous ces êtres, que je les connais, je connais leur démarche et leur déception, tous, ils sont fatigués, premièrement, de la promiscuité sexuelle, c'est-à-dire il n'y a plus de partout toutes ces choses qu'il y avait au début, ils sont dégoûtés de ça, ils sont de nouveau pour les grandes passions, c'est-à-dire ils retournent au Moyen-Âge. Premièrement, ils sont déjà moyenâgeux eux-mêmes, avec les cheveux longs et leur instrument de musique. Ils retournent à ce que dans notre région du Languedoc, de la Catalogne et Languedoc, qu'on appelait l'amour courtois, c'est-à-dire les grandes passions type Tristan Isolde. Parce que on a compris que les grandes passions d'amour, ce n'est plus possible à notre époque. Avec le téléphone, il ne peut pas y avoir de grandes passions d'amour. Parce que si le téléphone, premièrement, le téléphone est un objet qui est désagréable parce qu'il sent mauvais, surtout dans les hôtels. C'est un objet horrible, désagréable, trop tiède. C'est-à-dire, à la rigueur, on pourrait supporter un téléphone s'il était plongé dans un seau de glace comme le champagne, mais tiède tel qu'on le trouve, c'est impossible. Donc déjà, objet prosaïque au premier coup d'œil, au premier contact. Mais après, quand il y a une petite histoire d'ordre amoureux, sentimental qui naît, alors ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est toujours les malentendus. Une rupture. Alors avant, s'il y avait un malentendu, la première chose en arrivant à la maison, il fallait écrire à sa maîtresse ou à sa fiancée. Alors on prenait une plume, on commençait à écrire des lettres, chaque adjectif, chaque phrase comptait, pouvait être interprétée de 1000 façons. Ça faisait cristalliser les passions dans le sens de Stendhal d'une façon, disons, quasi mathématique. Tandis que maintenant, il y a une petite brouille, on retourne à l'hôtel ou chez soi, on prend le téléphone, on téléphone, tout est arrangé, bonjour, tout va bien. Alors à l'avant, il fallait attendre des semaines maintenant avec un coup de téléphone. Donc, plus de Tristan Isolde avec téléphone tiède. Ça, c'est absolument impossible. Donc, ces gens qui maintenant, c'est pour ça qu'ils sont, vous savez très bien, ils sont contre la société qu'on appelle de consommation, parce que tous ces objets sont tièdes, mécaniques, impossibles. Donc, ils sont contre les frigidaires, ils sont contre la télévision, ils sont contre la radio, ils sont déjà contre le cinéma, et ils veulent retrouver maintenant les grandes lignes du mysticisme. Et ils s'en vont au Népal, dans tous ces endroits où ils attrapent des maladies épouvantables, et c'est très incommode. C'est pour ça que l'idée dalinienne, et d'ailleurs j'en ai fait participer à John Lennon et à tout le groupe plus ou moins qui nous suit, il faut réinstaurer les pèlerinages, au lieu d'aller au Népal, à Santiago de Compostela, avec tous leurs cheveux longs, toutes leurs guitares, et possiblement avec une légère codification des drogues, parce que ça c'est imminent, on ne peut pas se passer. Moi je n'ai jamais fumé, ni la marijuana, ni rien, et vous savez que je ne vois que de l'eau minérale. Et d'ailleurs, Timothée Laïri, que c'est le grand prophète de LSD,
a dit Dali est l'unique peintre LSD sans besoin de se droguer, sans besoin de LSD. Donc, il faut les droguer visuellement, mais les pauvres darlings, il faut leur donner quand même un tout petit peu de marijuana pour qu'ils puissent tenir le coup. Salvador Dali est Dieu. Alors, tout en enregistrant maintenant, il y a un happening assez bon, c'est-à-dire que la bande avait uniquement comme temps 5 minutes exactes. Et alors, je me suis dit, pour faire un sujet qui soit court, l'unique, ça peut être Dieu. Parce que lui nous avait habitués à une vitesse extraordinaire, puisqu'il a fait tout ce qui existe, et toute la matière existante et tout l'univers en 6 jours. Alors, moi, je peux parfaitement me permettre de faire Dieu en 5 minutes. Surtout donner la chance, il faut que je touche le bois parce que cette chance, il faut que jamais qu'il m'abandonne. J'ai trouvé l'année dernière que justement Dieu peut être fait en 5 minutes à cause qu'il est contre l'opinion de plus grande partie des philosophes et des cosmologues. Dieu est très petit. Premièrement, il est très petit et après il n'est pas intelligent, ce qui est déjà un grand avantage. Parce qu'évidemment, l'intelligence, comme tout le monde sait, c'est une maladie, une infirmité de l'être humain. Tandis que Dieu, qui est celui qui a tout créé et qui est tout puissant, il ne pourrait pas se permettre une maladie des plus misérables des hommes. Maintenant, au point de vue dimension, vraiment, si on avait un maître de Dieu, c'est le maximum qu'on peut lui accorder. La méthode paranoïa critique. La célèbre méthode paranoïa critique, il a la vertu que c'est une méthode que j'ai inventée il y a maintenant plus de 35 ans, et malgré qu'il fonctionne à merveille, encore aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas en quoi elle consiste. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sert merveilleusement pour gagner de l'argent. Et vous savez que l'argent, et surtout l'or, c'est une de mes passions. Après Madame Dali, c'est ce que j'aime le plus, c'est l'or. C'est pour ça qu'à New York, quand je dors le mieux, c'est quand à la fin de la journée, je pense à la quantité de chèques et de dollars que je vois tomber vraiment comme dans une diarrhée. Alors là, on s'endort avec une satisfaction inouïe. Cette méthode, que je ne sais pas en quoi elle consiste, elle a été quand même définie. Et la définition est la suivante. Méthode paranoïaque critique, 2 points. Méthode spontanée de connaissance irrationnelle, grâce à laquelle on dirige et on rend tangible tous les phénomènes délirants. Et alors quand je dis tangible, ça veut dire que ces phénomènes délirants sont rendus cartésiens. C'est pour ça qu'il y a un mot paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire, d'une façon courte, que Dali est un fou de bonne qualité et de précision. Un fou de précision. L'amour. L'amour peut-être, et sans peut-être, c'est la force la plus crétinisante qui existe dans la vie des êtres humains, à un tel point que, comme au moment du Tour de France cycliste, quand on est amoureux, aussi on bave. On bave comme un crétin. L'amour, c'est quelque chose d'inconnu,
qui rentre par l'œil et s'écoule par l'extrémité du sexe en forme de gouttelettes plus ou moins généreuses de foudre. Salvador Dali, est-ce que vous aimez Don Juan? Don Juan, de même qu'un jour qu'on me demandait qu'est-ce que c'est que le surréalisme, alors j'ai répondu dans le genre Louis XIV et je dis le surréalisme, c'est moi. Maintenant, je ne veux pas dire le Don Juan, c'est moi, mais je peux dire l'impuissant, c'est moi. Parce que Dali est impuissant. Pas autant que je le raconte, parce que parfois même il y a lieu à que je pratique certaines cérémonies dans lesquelles intervient dans une dose très modérée la masturbation, mais quand même, c'est certain que les Don Juan, c'est à base d'impuissance. La mienne avait été déclenchée, d'après la psychanalyse, par une lecture quand j'étais très jeune d'un acte sexuel qu'on lui prêtait des formes tellement violentes qu'ils m'ont terrifié. Parce qu'il y avait un monsieur qui allait posséder la femme et au moment de la pénétration, il a dit qu'il l'a pénétré avec une telle violence que la femme a craqué comme s'il était une pastèque qu'on coupe qu'on pénètre avec un couteau. Alors moi aussi, je me suis regardé mon sexe qui est tout petit et tout ça, et je dis, moi, avec ce sexe, je suis jamais je serais capable de faire craquer une femme comme une pastèque. Après, j'ai bien lu, et il faisait pas l'amour. Normalement, il sodomisait la femme. Mais quand même, c'était exagéré. Alors ça m'a créé beaucoup l'idée que moi, j'étais pas capable de l'acte sexuel. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, moi je n'ai fait l'amour qu'avec une seule et unique femme, que c'est Gala. Jamais, j'ai fait beaucoup de choses de fantaisie érotique, mais la chose de faire l'amour uniquement avec ma femme. J'y arrivais, en voyant tous les vies de Don Juan et des artistes surtout, de type Don Juan, que la création artistique est évidemment à base d'impuissance. Et d'ailleurs, même de conquête politique. Les grands empereurs, tous les gens qui ont réalisé des choses grandioses, tous, ils étaient à la base des impuissants. Parce que les gentlemen ou les messieurs qui ont, disons-le d'une façon plus ou moins vulgaire, qui ont de foudre facile, enfin, alors c'est là, ils font beaucoup d'enfants, ils font des embryons, ils ont plein de petits enfants. Tandis que quand ça commence à devenir problématique, alors évidemment, il faut sublimer la libido, l'instinct sexuel, dans des choses beaucoup compliquées, comme par exemple les œuvres d'art. Et c'est pour ça que Michel-Ange, qui a fait toute la chapelle Sixtine, et il a fait Dieu qui avait plus de mètres et demi, il a fait des dieux, de tous les gens qui ont fait des choses gigantesques, c'était à base toujours du complexe d'impuissance. C'est-à-dire qu'ils avaient une difficulté réelle dans l'acte sexuel et il fallait qu'ils subliment leur instinct sexuel dans des choses beaucoup plus grandioses. Dans le Don Juan, c'est la conquête. Marañón l'a raconté, ce qui l'intéresse à Don Juan, c'est de crétiniser la femme, mais une fois il l'a séduite, tout de suite, il se détourne et il s'en va dans une autre pour ne pas arriver justement à cet acte de vérité de lui enfoncer un couteau et la faire craquer comme une pastèque. Salvador Dali, parlez-nous des anges. Les anges, c'est l'anti-pastèque. Parce qu'alors là, du point de vue d'enfoncement de quelque couteau que ce soit, dans quelque milieu que ce soit,
pour angélique que ce soit, c'est impossible. C'est des esprits purs. Et d'après Pujols, le plus grand philosophe catalan, et ça plaira beaucoup à tous mes auditeurs, tous irrémédiablement, bons ou méchants, crétins ou intelligents, méchants dans le sens du marquis de Sade, ou bons comme Saint François d'Assise, c'est la même chose, tous nous sommes destinés inéluctablement à devenir des anges. Les anges qui sont asexués, au fond, du fond, ça serait les êtres que pour des gens comme moi, ils pourraient me faire le plus bander. Le grand philosophe Francesc Pujols, dans une conférence à l'hôtel Ritz de Barcelone, il avait fait une longue conférence uniquement sur les anges. Et à la fin, une dame, avec, je me souviens très bien, il porte une dame âgée, un peu paralytique, et avec plusieurs rangées de perles, il demande à Maître Pujols, Maître, vous avez parlé des anges pendant 1 heure, c'était merveilleux, mais vous avez donné tous les renseignements, sauf un qui, je voudrais vous demander. Vous n'avez pas localisé où c'est que les anges se trouvent, où c'est qu'ils résident, les êtres angéliques, où c'est qu'ils sont, les anges, quel est leur lieu. Et alors Pujols, il a fait une phrase immortelle et merveilleuse, il a dit, Madame, les anges, c'est une chose que nous, les hommes, nous en avons les couilles remplies. Salvador Dali et le paix. Je ne suis pas pétomane, mais j'en ai connu beaucoup. Et peut-être j'ai une des littératures les plus complètes à propos de ce phénomène, qui est beaucoup plus spirituel de celui qu'on croit. L'épée, alors là, ça se manifeste d'une façon bruyante et, quoique spirituelle, très pleine de tous les résidus de ce qu'il y a de plus viscéral dans l'organisme, c'est-à-dire la digestion. À ce moment-ci, je vais annoncer, parce que très peu de gens le savent, c'est qu'à Palermo, c'est l'unique endroit où il y a un musée d'épées. Parce que à l'époque, au début de la Renaissance, les gens pétaient beaucoup. Et on avait dû prévoir ça pour les gens qui venaient de se marier, qui avaient des repas vraiment copieux, vous savez, 10 plats, et des choses excessivement succulentes. Alors, pour éviter l'inconvénient que les deux amoureux, aussitôt qu'ils se mettaient dans le lit, commencent à péter réciproquement, alors on avait fait des canules avec des images très belles en argent et en ivoire, avec des images des dauphins, des choses mythologiques, très souvent avec des images de la Sainte Vierge et tout ça, qu'on introduisait dans l'anus et dans lequel était suivi d'une vessie, une espèce de tuyau, maintenant on le ferait en plastique, qui allait dans la chambre voisine. Et alors les gens pouvaient passer toute la nuit à péter, mais les odeurs s'en allaient à côté, dans la chambre voisine. Et à Palermo, il y a une chambre avec 30 vitrines dans lesquelles il y a tous ces canules merveilleusement ornés et ciselés, la plupart en ivoire et en argent, qui étaient destinés à pouvoir péter commodément. Mais Benjamin Franklin, celui-là, c'est le plus grand pétomane du monde. Et c'est pour ça que depuis dans les congrès de pétomanes, c'est toujours les anglo-saxons et surtout les américains qui gagnent. À Washington, j'ai ici un disque qu'on pourrait même ajouter d'un dernier congrès de pétomanes
qui a eu lieu il y a 5 ans à Washington. Et alors Benjamin Franklin, symboliquement, il avait fait un traité pour pouvoir péter en société sans produire de mauvaises odeurs. Alors on prenait des pilules et après on pétait avec des odeurs très suaves de rose ou de fleurs, parce qu'il disait que c'est très mauvais pour la santé de se retenir. Et alors c'est remarquable que justement Benjamin Franklin, c'est l'inventeur du paratonnerre, c'est-à-dire on pourrait appeler les parapets. C'est parce qu'il n'y a pas rien de plus bruyant qu'un tonnerre produit par l'électricité, c'est-à-dire par une tempête, par une bourrasque. La chose de Benjamin Franklin avait été déjà réalisée à Venise au début en pleine Renaissance. Il y a là une très très bonne anecdote que je vais vous raconter. C'est des courtisanes très raffinées qui dînent dans un palais vénitien avec des nobles chevaliers espagnols. Et alors les Espagnols, que nous n'avons jamais eu beaucoup de tact diplomatique, ils ont commencé à critiquer Venise et surtout le décor de Venise en disant que c'est trop théâtral, que tout ça c'est très bien pour la mise en scène, mais qu'en Espagne tout est sobre, les meubles sont pas dorés, sont noirs, luisants, catégoriques, l'Escorial, Philippe II, tandis que là tous ces lustres vénitiens c'est des chichis. Enfin, ils ont parlé très mal de Venise, les respectueuses putains, beaucoup plus italiennes et notamment diplomatiques, les Espagnols, n'ont pas bronché, ils ont enduré toutes les critiques de Venise. Après le repas, un des chevaliers monte dans la chambre pour faire l'amour avec une de ces dames. Et la dame, la première chose qu'il fait, il prend une de ses pilules pour péter. Il prend une pilule qui déclenche un P, mais un P avec une arôme, avec vraiment comme si c'était un bouquet de violettes, d'une pureté extraordinaire. Alors le chevalier espagnol reste absolument ébahi de ces parfums, un peu si parfumé. Il se met à genoux et il l'approche du cul de la putain. Il dit, je vous en prie, encore une autre paix. Et alors la putain qui était maligne, il ne prend pas la pilule cette fois-ci et il lui lâche un paix normal. Alors le chevalier espagnol, outragé par le côté pestilentiel de ce nouveau paix, se sent insulté, prend le chapeau, vous m'avez outragé, je suis un chevalier d'Espagne, je m'appelle tel, je suis grand d'Espagne, je pars à l'instant, il prend son chapeau, et avant de fermer la porte, gracieusement, la putain vénitienne, il dit, Monseigneur, celui-là, je l'avais lâché uniquement pour que vous vous souveniez de votre pays. Salvador Dali, est-ce que vous avez peur de la mort? Michel de Montaigne, je crois que c'est celui qui a dit des choses les plus justes à propos de la mort. Et comme que Dali est paradoxal, après avoir fait l'éloge de l'hivernation et montrer son frénésie de ne pas mourir, doit déclarer maintenant que la mort le séduit peut-être plus que tout le reste. Parce que Michel de Montaigne, il a dit, il faut toujours penser à la mort pour que le jour qu'il arrive, on ait avec elle une merveilleuse amitié. Alors, il ouvre la porte, on dit, asseyez-vous, prenez votre place, on peut parler. Tandis que les gens, comme les Américains, qui ont horreur de la mort, horreur de la merde, qui font les couleurs anti-merde, tout ça, après quand ça leur arrive, ils meurent d'angoisse. Donc il faut toujours penser à la mort. Et surtout, se souvenir de ces merveilleux poèmes le plus grand de tous les mystiques espagnols, San Juan de la Croix, quand il dit en castillan,
bien muerte tan escondida que no te sienta venir porque el placer de morir me pudiera dar la vida. Ce qui veut dire, plus ou moins, bien mort, mais tellement caché que je ne te sens pas venir, parce que le plaisir de mourir pourrait me redonner encore la vie. La liberté. La mort me fascine comme me fascine la prison. Parce que si une chose je haïs sur toutes les forces, c'est la liberté. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant gâté, j'étais complètement libre, je pouvais faire tout ce que je voulais. Alors, j'étais angoissé, j'étais dérouté, j'étais plein d'une anxiété extraordinaire. Parce que je me disais, est-ce que c'est mieux que je dessine ou que je peins? Ou alors, au lieu de peindre, peut-être je ferais mieux de faire un poème. Au lieu de faire le poème, je peux sortir avec les garçons, ou alors avec les filles, ou aller au cinéma, ou aller au concert. Donc je pouvais faire tout ce que je voulais, j'étais la liberté absolue, et j'étais pris d'une angoisse terrible. Tout d'un coup, le gouvernement espagnol m'a foutu en prison, et c'était le délice. Tout d'un coup, j'étais plus libre, j'étais dans la prison, alors j'ai commencé à me recoquiller dans mon propre esprit et à savourer la vie comme c'est... Enfin, jamais j'avais joui autant. On m'a apporté une sardine de Nantes de boîte. Cette sardine, en état de liberté, je n'aurais même pas voulu la regarder, mais en prison, je la faisais durer une demi-heure. Un peu plus d'huile, maintenant un peu plus de pain trempé dans la sardine. Maintenant, je vais me reposer, regarder le ciel à travers les barreaux et voir de l'eau minérale. Maintenant, de nouveau, alors cette sardine devenait une chose de sybarite extraordinaire. En état de liberté, je même pas, je ne voulais pas de sardine d'aucune sorte. Alors je me suis rendu compte que ce qui tue le monde actuel, c'est la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut. Alors évidemment, les gens n'ont pas de structure morale, n'ont pas de coercion, et moi je dis toujours que la structure, quand plus serrée et inquisitoriale, plus il produit des plaisirs à l'homme. Et que même une fleur comme une rose, quand on connaît comment il se développe, chaque rose pousse dans une prison, c'est-à-dire la prison de la coupole céleste.